J'ai pas l'impression qu'on m'entende. Oui, mais il doit y avoir un... Voilà, tout de suite ça va aller beaucoup mieux. Non, alors moi je dis juste un mot pour un mot de présentation extrêmement cursive de la théorie de la régulation au cas où tout le monde ne serait pas parfaitement familier avec la chose. Je me suis aperçu d'ailleurs que ce que j'avais préparé pour vous la présenter ne devrait pas du tout vous la rendre compréhensible. Bon, mais bon, ça c'est mon habitude, pardon. Et puis alors après, Bernard exposera son grief, et puis moi j'essayerai d'y répondre après. Alors la théorie de la régulation, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un marxisme hétérodoxe, très hétérodoxe. Je ne vais pas faire le détail des hétérodoxies, parce qu'on n'en finirait pas. Je vais à l'essentiel. Qu'est-ce que nous dit Marx ? Marx, il faut bien voir qu'il finalement, s'il y a une définition conceptuelle du capitalisme sur le marché, c'est à Marx qu'on la doit. Qu'est-ce que c'est le capitalisme selon Marx ? C'est un ensemble de rapports sociaux fondamentaux de production. Voilà. Alors, on les connaît, le rapport de séparation des producteurs d'avec les moyens de production, d'avec la production, le rapport de constitution juridique des individus en sujets libres porteurs d'une force de travail offerte au louage, etc. etc. Bon. Là-dessus, la régulation dit la chose suivante. Enfin elle ne le dit pas comme ça, mais c'est moi qui lui fais dire. Elle dit rapports sociaux fondamentaux, capitalisme, ce sont ce que moi j'appelle des termes spéculatifs. Qu'est-ce que c'est que des termes spéculatifs ? Ce sont des termes dont il n'existe pas de correspondant empirique direct. C'est ça le truc fondamental. De sorte que lorsque vous vous penchez sur l'histoire, vous n'observez jamais le capitalisme. Vous n'observez jamais que des réalisations historiques successives du capitalisme. Donc, les rapports sociaux fondamentaux que Marx dégage connaissent des instantiations historiques successives sous l'espèce de ce que les régulationnistes ont appelé des formes institutionnelles, de sorte qu'à chaque fois, ce qui se présente au regard de l'historien ou de l'économiste, empiriquement, concrètement, si je puis dire, ce sont des configurations institutionnelles successives qui ont pour double propriété, d'une part, d'accommoder, c'est-à-dire de réguler, c'est là l'origine du mot régulation, d'accommoder les tensions contradictoires qui sont absolument inhérentes aux rapports sociaux fondamentaux, et ce faisant, de piloter une certaine trajectoire d'accumulation du capital. Et notre différend ici portait, parce que d'une certaine manière, il me semble, moi, qu'on l'a résolu dans le livre, au fil de nos conversations, portait sur ce qu'il y a lieu de dire à propos de la Sécu dans la configuration institutionnelle que les régulationnistes ont nommé Fordisme et qui a soutenu le régime d'accumulation fordien. Voilà. Voilà les termes, comment dirais-je, le cadre est posé et c'est à l'intérieur de ce cadre le capitalisme en tant que configuration institutionnelle historiquement située, c'est dans ce cadre que se situe ou se situait, je ne sais pas quand on va voir, la controverse. J'ai dû, moi, alors je ne parle pas de la régulation en tant que telle parce que je suis au Parti communiste, je parle du capitalisme monopoliste d'État, mais il s'agit un peu de la même chose, c'est-à-dire d'une sécurité sociale qui est une institution finalement nécessaire au capitalisme dans la régulation parce que la phase fordiste exige une solvabilisation de la population à haut niveau et que la sécurité sociale vient s'ajouter au salaire dans cette solvabilisation, et dans le CME parce que la concurrence intercapitaliste entre les capitalistes fait qu'ils ne peuvent reconnaître comme besoin de la force de travail que ce qui est nécessaire à sa reproduction simple, alors que la classe capitaliste, elle, a besoin que les travailleurs soient toujours plus éduqués, mieux soignés, etc. Bref, une reproduction élargie qui va être assumée par l'État du capital, qui va imposer finalement à la bourgeoisie la reconnaissance en sécurité sociale de besoins que le salaire direct ne reconnaîtrait pas. Mais dans les deux cas, il s'agit non pas de la mise en place d'une institution alternative aux institutions du capital, mais d'une institution qui partage mieux la valeur ajoutée, qui partage la valeur ajoutée dans un sens plus favorable aux travailleurs,
mais qui ne change pas la donne fondamentalement. Ce que j'observe, moi, aujourd'hui, enfin depuis une vingtaine d'années, où j'ai bougé pas mal dans mon interprétation de ce qui se passe en 1945-1946, c'est une subversion en 1946 de la sécurité sociale telle qu'elle existe à profusion en 1945. En 1945, tout existe. Il ne se passe rien en 1945. Quand on parle de création de la sécurité en 1945, le bouquin a aussi comme objectif de réfléchir à la signification et à l'enjeu de classe de cette fable qui parle d'une naissance de la sécurité en 1945, alors que absolument tout existe, hein, mais qu'en revanche, ce 1945 fantasmé comme naissance de la Sécu fait la passe ou rend invisible la subversion qu'opère 1946. Par exemple, tu définissais très justement comme institution du capital des sujets libres porteurs d'une force de travail offerte au louage. Eh bien, en 1946, il y a une véritable subversion de cela, hein, où on n'est pas reconnu comme travailleur à la mesure de la validation sociale de nos activités sur un marché du travail ou sur le marché des biens et services. Il y a une dissociation entre le salaire et l'emploi, il y a une dissociation entre la validation sociale de l'activité et la validation sociale des personnes. Le salaire devient un droit de la personne indépendamment de son emploi. C'est à la fois le statut de la fonction publique, hein, où on a vu pendant le confinement hein, que les fonctionnaires sont restés payés hein, à plein salaire, quelle que soit l'activité qu'ils ont eue. Nous avons donc bien une dissociation du droit au salaire et de la validation sociale de l'activité. Mais ça vaut aussi pour l'invention de la retraite comme continuation du salaire dans le régime général. Ça vaut pour le fait de poser les allocations familiales comme du salaire pour des personnes qui n'ont pas d'emploi. Bref, ce n'est pas simplement un meilleur partage de la valeur ajoutée ou une socialisation de la survaleur qui s'opère en 1946, c'est une subversion d'institutions capitalistes qui commence à changer le statut de la personne, le statut économique de la personne. Ce n'est plus un individu libre à poil sur le marché qui y offre sa force de travail et qui n'est reconnu comme travailleur que par intermittence, hein, à la mesure de la validation de son activité. C'est un travailleur qui est politiquement reconnu comme titulaire d'une qualification, c'est le début. Hein. Quel que soit son rapport à l'activité validée, il y a une dissociation qui s'opère entre la validation sociale des activités, qui elle forcément est intermittente, hein, et puis il faut c'est très important que toutes nos activités ne soient pas dans l'ordre de la valeur. Hein. Quand je parle de validation sociale, c'est des activités en tant qu'elles sont productives, hein, qu'elles produisent de la valeur. Il y a donc une nécessaire intermittence de la production de valeur dans nos vies. C'est fondamental au demeurant que beaucoup de nos activités ne soient pas sous la loi de la valeur. Mais, et c'est là qu'il y a vraiment une mutation du statut de la personne qui commence à s'opérer, par une classe révolutionnaire qui est un sujet historique, c'est que les personnes en tant que telles sont validées socialement, sont confirmées comme en capacité et en responsabilité de produire de la valeur à travers un salaire qui est attribué à leur personne et qui est déconnecté de l'emploi. Oh là, c'est le prélude à l'effondrement du capitalisme. Alors, s'il faut... Je reprends et mon fil et celui de Bernard. Je disais tout à l'heure, on n'observe pas directement les rapports sociaux fondamentaux du capitalisme, on n'en observe jamais que les instanciations historiques particulières sous l'espèce de configuration institutionnelle. Soit le fordisme, il s'agit d'une telle configuration institutionnelle. Dans l'ensemble des institutions du fordisme, il y a la Sécu. Qu'est-ce qu'on en dit ? Alors,
La régulation, elle, s'est posé la question suivante, c'est comment la pièce Sécu a-t-elle joué dans la machinerie institutionnelle d'ensemble du Fordisme? Comment a-t-elle contribué à façonner la trajectoire d'accumulation du capital dans le régime fordien? Et elle répond la chose suivante. Elle répond 1. Montée des revenus de transfert. 2. Découplage par conséquent du revenu disponible des ménages avec la conjoncture. Donc, consolidation de la solvabilisation de la demande égale contribution positive à la stabilité et à la dynamique de la croissance. Donc, que les capitalistes le sachent ou non, la Sécu a été fonctionnelle à l'accumulation du capital, mais d'un fonctionnalisme tout à fait inintentionnel. C'est ça la différence entre le fonctionnalisme et ce que j'appelle le fonctionnellisme. La maxime du fonctionnalisme, c'est étudier pour. Et celle du fonctionnellisme, c'est ça se trouve avoir marché. Vous voyez, c'est une convenance de rencontre, mais qui n'était pas écrite de toute éternité. Ce n'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas? Le fonctionnalisme est radicalement absent, je pourrais vous entretenir assez longtemps là-dessus, mais radicalement absent des formes de la pensée régulationniste. Donc, moi, ce que je défends ici, la vision de la régulation, mais dans sa particularité, qui est la particularité de l'analyse macroéconomique. Et en ce sens, oui, moi je dis que la théorie de la régulation a raison, mais elle a raison à sa manière. Elle a raison analytiquement, causalement et pour ainsi dire positivement. Là-dessus, Bernard arrive et dit la Sécu fait tout autre chose. La Sécu, il vient de le dire, opère le découplage du revenu avec l'emploi capitaliste, pose une nouvelle logique du salaire qui est une logique généralisée, qui, comme il vient de le dire, subvertit la logique salariale du capitalisme. Nous avons donc affaire à une enclave, et même de forte taille, une enclave communiste à l'intérieur du capitalisme. Une enclave dont la logique propre est profondément hétérogène, et en fait même antagoniste à celle du capitalisme. Et il a raison. Mais il a raison dans un autre registre, ou dans un autre plan que la régulation. Là où la régulation avait raison positivement, je pense que Bernard a raison herméneutiquement. Donc, c'est ça qu'il faut bien voir. Les deux thèses sont valides, mais dans des registres, sous des statuts et dans des plans différents. Par ailleurs, et c'est le point essentiel, rien n'interdit en principe qu'une même institution soit simultanément porteuse de logiques multiples, hétérogènes, voire contradictoires. Dans la Sécu, il y a une valence fonctionnelle au capitalisme, qui a été dégagée par la régulation, fonctionnelle au sens du fonctionnellisme, et il y a une valence communiste, qui est radicalement opposée à la première, qui a été dégagée par Bernard, mais qui lui est opposée dans un autre plan que celui de la production des effets macroéconomiques. Historiquement, moi, j'aurais tendance à dire que la valence fonctionnelle du capitalisme l'a emporté sur sa valence communiste, parce que la logique d'ensemble du système dans lequel nous vivons, la logique dominante, est la logique du capitalisme. Tout l'effort de Bernard, et désormais le mien avec le sien, c'est évidemment d'inverser ce verdict, et que dans le conflit des valences, ce soit la seconde qui finisse par l'emporter, et cette fois-ci plus seulement herméneutiquement, mais positivement à son tour. Ah, j'avais annoncé la couleur, hein. Merci Frédéric et Bernard. Alors une deuxième question, cette fois-ci plus sur... vous parlez d'anthropologie dans le bouquin, donc vous renvoyez dos à dos deux anthropologies, vous dites qui se trompent. D'une part, une espèce de conception finalement hobbesienne de l'homme où l'homme est un but pour l'homme, donc l'homme serait fondamentalement égoïste. Et puis de l'autre côté, une conception de l'homme qu'on retrouverait plutôt à gauche, qui serait de dire l'homme dans le fond il est fondamentalement bon, il est juste corrompu par le capitalisme. Et donc finalement, une fois qu'on aura aboli le capitalisme, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de conflictualité. Donc vous les renvoyez dos à dos avec Spinoza, en disant qu'en fait, non, les hommes sont avant tout le produit des institutions.
Néanmoins, j'ai l'impression, en lisant le livre, que à certains moments, vous avez un peu cette conception du moins dans le salaire à vie, cette conception anthropologique de l'homme que vous imputez à la gauche. Je donne l'exemple, moi, qui m'avait frappé, c'est sur l'exemple des retraités. Donc Bernard, tu dis, les retraités, finalement, ils ont le salaire à vie, et de toute façon, maintenant qu'ils sont libérés de l'impératif capitaliste, bah, ils produisent des choses utiles. Hein. C'est eux qui font tourner les assos, c'est eux qui gardent les petits-enfants, donc ils produisent. Donc si on généralise le travail à vie, le salaire à vie, on aura le salaire à vie, on aura nécessairement des individus qui vont se mouvoir et qui vont produire des choses utiles. Et là, je me dis, est-ce que c'est pas un pari anthropologique? Parce que d'un autre côté, quand on regarde l'autre modèle que tu présentes de salaire à vie, c'est la fonction publique. La fonction publique, bah, les individus ont le salaire à vie, mais il y a une contrainte à s'engager dans la production qui est toute bête que le fonctionnaire, au bout d'un moment, s'il n'y a pas, il en abandonne le poste, et éventuellement, il peut, s'il ne produit pas un peu de service public à minima, bah, il peut quand même être radié. Voilà. Donc je me demandais, voilà, comment va se faire cette mise au travail? Est-ce que le modèle du salaire à vie, c'est le modèle du fonctionnaire qui a des règles de présence et de production, ou est-ce que c'est le modèle du retraité qu'on paye et qu'on laisse libre discrétion sur ce qui sera produit derrière? Je pense n'avoir absolument jamais dit que les retraités, en gardant leurs petits-enfants, travaillent. Je suis même assez longuement explicite sur la question dans le bouquin. Hein. Ce n'est pas parce que ce que nous faisons est utile que c'est du travail. Hein. À supposer qu'être avec des petits-enfants soit utile. Ce n'est pas l'utilité sociale qui définit le caractère de travail. Hein. Et là, nous sommes bien d'accord, Frédéric et moi, le travail engage tout autre chose que l'activité. Hein. L'activité, c'est notre réaction, je dirais, à notre environnement immédiat. Hein. Alors, on va mettre en œuvre un savoir-faire pour avoir avec le reste du vivant et la nature un métabolisme positif. C'est pas du travail tout ça. Pour qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait à côté de ça, et en plus de ça, une division internationale, une mobilisation scientifique, technologique, organisationnelle, qui va très au-delà de ce que nous pouvons faire lorsque, ici et maintenant, nous régissons notre environnement dans l'activité. Et la contrainte caractérise les deux. Hein. Ce n'est pas propre au travail que d'être caractérisé par une contrainte. Ce qui est de spécifique au travail, c'est une entreprise collective qui dépasse l'addition de nos activités. Je prends assez souvent l'exemple de ma situation actuelle où je retape une annexe et je le fais de mon mieux, je fais de la charpente, je fais de la maçonnerie, mais pour en revanche transformer en habitation possible la ruine que nous avons achetée, nous avons fait appel à une entreprise qui va travailler, c'est-à-dire qui va mobiliser des technologies, de la science, de l'organisation, très au-delà de ce que je saurais faire, qui va respecter le droit du travail alors que je travaille le dimanche ou n'importe quand, qui va avoir des délais, respecter des délais, qui va avoir un souci du rapport entre les intrants et les sortants, un souci de rentabilité. Nous ne pouvons pas faire société sans ces soucis-là. Ce n'est pas une addition d'activités qui fait société. Nous avons absolument besoin de bien distinguer dans notre quotidien ce qui relève de l'activité et ce qui relève du travail.
et nous avons besoin à vie du travail. Donc ton lapsus était excellent. Travail à vie, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est là qu'on en revient à la subversion qu'opère le régime général de sécurité sociale en 1946 de la Sécu telle qu'elle existe de façon pléthorique en 1945, c'est la dissociation, encore une fois, entre la validation sociale de mes activités comme travail et ma validation comme travailleur, c'est-à-dire comme ayant en responsabilité et en capacité la production de valeur. La validation du travailleur doit être... Encore une fois, je ne suis pas un réformateur social qui a dans ma tête un projet de société. J'essaye de tirer ce qu'on peut tirer de ce que nous avons déjà commencé, le déjà là communiste que nous avons commencé à mettre en place. Ce déjà là communiste appelle manifestement que nous soyons tous, de 18 ans à notre mort, titulaires d'une qualification, porteurs d'un salaire, porteurs d'une responsabilité dans la production de valeur, mais ça n'engage pas le fait qu'en permanence, nous soyons au travail. J'entends que ce que nous faisons en ce moment, ça n'est pas du travail. Ça ne relève pas de la loi de la valeur. Mais j'entends aussi, comme retraité, ne pas être exclu du travail. Parce que si je suis exclu du travail, je vais faire mes bouquins, et puis ma foi, à d'autres de s'en occuper. C'est-à-dire que si ça passe par Amazon, écoutez, j'y peux rien, ça passe par Amazon. Non, je suis responsable de la vie de l'édition, du devenir de la culture dans ce pays, jusqu'à ma mort. Je suis responsable de cette activité, non pas sous forme de l'activité d'écrire des bouquins, ce qui a un côté sympathique, mais de cette activité en tant que travail, qui s'inscrit dans un certain nombre de préoccupations fondamentales, et qui, par exemple, font qu'on passe par un distributeur qui refuse de vendre à Amazon. Là, c'est de la responsabilité économique qui fait que je ne suis pas là en train de faire du bénévolat, à faire du soutien scolaire parce que j'ai plus de responsabilité dans le système éducatif, ou de l'aide alimentaire parce que j'ai plus de responsabilité dans la production d'aliments. J'entends être au travail jusqu'à ma mort. Travail à vie, oui, bien sûr. Alors, Alban et Léo, parce que je vous rends solidaire hein, dans le délit. Non, parce que j'ai répondu, quand ils nous ont envoyé les questions, moi j'ai répondu un peu vite, ah chouette, on va bien s'amuser. Puis après j'ai lu les questions, et là je me suis aperçu que c'était moins drôle, parce que c'est du substantiel. Alors, dans la question que vous nous posez, les deux, là, il y a en fait deux questions anthropologiques dans une. Il y a deux lignes de discussion anthropologique hein, dans notre livre, même s'il y en a une qu'on voit plus que l'autre d'ailleurs. Celle qu'on voit plus, c'est la ligne de discussion anthropologique qui est liée à la question de la violence et des institutions. Et c'est celle à laquelle tu as fait allusion, Alban, au début de ta question. Alors je la laisse de côté, on y reviendra si vous voulez, mais en fait je me concentre surtout sur l'autre. L'autre ligne de discussion anthropologique, c'est celle qui vise à nous débarrasser de l'anthropologie du dimanche qui soutient toute la théorie néoclassique en économie. Constituée autour de la figure usuellement alléguée de l'homo economicus, comme on sait, mais en réalité qui charrie quelques insinuations quant au caractère de l'homo en question, qui est plutôt pour la théorie néoclassique un homo dormitor, c'est l'homo paresseux, si vous voulez. Il est partisan du moindre effort. Donc, si on ne le met pas au travail, il ne foutra rien. Alors, dès que, c'est pas difficile, hein, et c'est une grande victoire anthropologique du capitalisme hein, d'avoir posé ça. Hein. C'est-à-dire, sur des publics non prévenus, vous allez exposer le système du salaire à la qualification de Bernard. Si vous passez un peu trop vite, vous attirez immanquablement une objection du genre « bon, si c'est ça, ils feront rien. Ils sont payés sans avoir à s'employer, ils feront rien. » Bon. Et alors, la réussite du capitalisme en cette matière est double, parce que non seulement ils ont imposé cette sottise, mais en plus, ils ont imposé leur définition du faire, n'est-ce pas? Du faire qui vaut, du faire et de la valeur du faire. Quels sont les fers qui valent? Bon, ça, c'est tout le travail de Bernard qui a débusqué qu'il y avait une convention capitaliste de la valeur, qu'elle était contingente, arbitraire, et qu'elle était porteuse intrinsèquement d'une domination.
Alors moi là-dessus, c'est par Spinoza que j'ai aussi rejoint la pensée de Bernard, parce que chez Spinoza, il y a une anthropologie implicite, ou disons, il y a une onto-anthropologie qui dit la chose suivante, qui dit « la vie, c'est l'activité. Vivre, c'est s'activer. Vivre, c'est désirer faire et faire. » Donc, si vous voulez, contre la figure de l'homo dormitor, l'homo qui roupille, n'est-ce pas, nous devons opposer la figure antagoniste de l'homo factor, l'humain, qui fait et qui désire faire. Alors, maintenant, je quitte la stratosphère onto-anthropologique et je reviens à des considérations beaucoup plus prosaïques. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'un côté un ensemble de désirs de faire des choses. Et puis de l'autre, nous avons un ensemble de choses à faire, qui sont les réquisites de la division du travail. Même si on en rabat, et il le faudra considérablement, il en restera. D'un côté, un ensemble de choses à faire, de l'autre, un ensemble de désirs de faire des choses. Question, est-ce que ça match? Réponse, non, évidemment. Question subsidiaire, qu'est-ce qu'on fait pour réduire l'écart? C'est là que la question devient difficile. Et c'est ça la question, celle du régime de mobilisation. Alors moi, je ne vois pas comment on évitera, ou alors si on peut l'éviter, tant mieux, mais d'entrer dans la position politique d'une hiérarchie des activités selon leur utilité sociale. Là où le capitalisme indifférencie tout dans l'abstraction purement quantitative de la valeur. Bon, alors, comment dire, il y a des activités qui seront définies comme les plus socialement utiles ou les plus nécessaires, et également les moins attrayantes ou les plus pénibles, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour remplir ces segments-là de la division du travail? Alors, il y a des dispositifs d'incitation qui sont possibles. Eh ben, les gens qui seront assignés à ces tâches-là ou qui se rendront à ces tâches-là bénéficieront du plus haut niveau de qualification, donc du plus haut niveau de salaire. Ça peut être une première solution. Est-ce qu'un schéma d'incitation de cette nature, ça suffit? Non. Il restera des segments de la division du travail à pourvoir impérativement et qui ne le seront pas nécessairement. Alors, ça sera des segments de deux sortes. Il y aura les segments non spécialisés. Bon, s'il y a des tâches nécessaires à tous et qui peuvent être effectuées par tous, parce qu'il n'est pas nécessaire de posséder une compétence spéciale à ce propos, alors elles doivent être effectuées par tous. J'ose à peine le dire, mais c'est le système de la corvée. Et nous devons nous soumettre, ça n'est guère présentable, dit comme ça, donc il faudra trouver une autre formule. Mais je veux dire, c'est l'éternelle question que charrie tout le travail de Bernard, mais depuis des années, question qui ne peut pas devenir un marronnier tant elle est bien fondée. C'est la question du ramassage des poubelles. Qui ramasse les poubelles? Je veux dire, il n'y a pas besoin de compétences spéciales. Enfin, je veux dire, moi, je pense que je dois pouvoir mettre une poubelle au cul du camion ou conduire le camion. Enfin, peut-être que ça n'en vaudrait mieux pas. Le petit entretien des rues, le petit entretien des espaces verts, la tenue des caisses dans les magasins de première nécessité, où j'ai vu quelqu'un qui a le petit entretien des espaces verts, oui, il doit falloir faire... bon, mais on doit pouvoir apprendre vite, je suppose. Bon, voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent être partagées sur une base locale, évidemment, avec un système de tour de rôle, de contrôle du tour de rôle, etc., etc. Et puis, il y a d'autres postes, d'autres segments dans la division du travail qui, eux, requièrent des compétences, et même de sérieuses compétences. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense, dans un premier temps, je ne vois pas comment on pourra éviter une sorte de congélation des assignations. Il y a des gens qui occupent ces postes, il faut qu'ils y restent. Bon, alors il y a une assignation, il y a une fixation qui est quelque peu coercitive. Bon, eh bien, ce que la collectivité exige de certains et pas d'autres, elle doit le compenser. Et là encore, toujours avec le même moyen, le niveau de qualification et le niveau de salaire qui va avec. Mais il n'y a pas que ça, d'une certaine manière. Et là, j'en arrive à la fin de la question que Alban et Léo ont envoyée, la question des affects. Qu'est-ce que c'est les affects de la mobilisation et de la mise au travail dans la formation sociale communiste? Alors oui, c'est une question qui m'est chère, en effet, puisque les affects sont toujours une sorte de doublure des structures. Et là, il y en a des affects. Le premier, c'est l'affect de joie qui est lié à la restauration ou à la conquête de la souveraineté des producteurs. C'est-à-dire la fin de la subordination, du despotisme, du mépris, n'est-ce pas? C'est l'exercice d'une puissance, l'exercice de la puissance politique collective sur le lieu de la production. Autre affect, le relèvement de l'angoisse, c'est tout à fait considérable. Je veux dire, l'angoisse des fins de mois
qui est intrinsèquement attaché à la précarité essentielle de l'emploi capitaliste, tombe. Les affects liés au temps libéré, car il y aura une réduction considérable de la division du travail. Donc le volume global de temps de travail nécessaire, au sens des nécessités les plus incompressibles, baissera. Et puis il y a la possibilité pour certains de vivre dans la logique du travail, dans la guise du travail, de vivre leur désir de faire, hors des angoisses de la dette et de la faillite. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Dernière chose, je voudrais évoquer aussi les affects collectifs. Alors ça va paraître un rien désuet, mais les affects collectifs liés au fait de construire collectivement le communisme. Je pense que ça n'est pas rien. Alors, pour toutes les tares, et elles étaient immenses, de l'URSS, ce sont des affects qui ont été extrêmement potents. Hein. Je veux dire, il suffit de lire un livre comme La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, dont on ne peut pas dire que ça soit une apologie du communisme, hein, n'est-ce pas? Mais les témoignages restituent ça. Il y a une espèce d'allant collectif, d'élévation du tonus des individus et des groupes par la conscience et l'idée de construire quelque chose qui était historiquement inédit. Et je pense qu'après tout, on ne va pas tout miser là-dessus, mais ça pourrait être actif également dans notre cas. Alors, merci. Dans le prolongement, il y a pour rester dans les fonctionnements concrets de ce que serait le salaire induit en pratique, il y avait une autre interrogation, c'est la question de la coordination des activités, ce qu'en économie on appelle la distinction entre la planification et le marché, en gros. Quelle place on laisse à l'économie de marché, quelle place on laisse à la planification, puisque là encore, si on repart du modèle de la fonction publique, on est clairement dans une activité de planification. On établit en amont qu'est-ce qui doit être produit et ça va servir des besoins qui sont une demande qui va être pourvue par cette offre qui est socialisée. Il n'y a pas de problème de question de coordination entre offre et demande, c'est réglé en amont par des règles, par un plan. En même temps, dans l'ouvrage, vous appelez pour des raisons liées à l'individualisme, au besoin de se distinguer, qu'il faut qu'il y ait une part de consommation discrétionnaire, donc que les individus, finalement, doivent pouvoir passer par le marché pour sélectionner les marchandises qu'ils souhaitent pour certains besoins qui resteraient à définir. Alors Frédéric, tu donnes l'exemple de l'habillement. Oui. Et donc, une fois qu'on dit ça, ma question c'est finalement quelle place on laisse à ce marché et ce marché, est-ce que finalement on peut avoir une forme de communisme avec du marché? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que finalement vous avez... Est-ce que, je suis très mauvais connaisseur de ça, mais il y a eu à un moment donné une expérience qui s'appelait le socialisme de marché, à mon avis, dont je crois avoir cru comprendre que ça avait eu lieu en Yougoslavie. Donc voilà, est-ce que vous avez un avis sur cette question-là? Et puis, finalement aussi, dans cette place du marché, elle pose plusieurs questions par rapport à ce que vous dites sur la cotisation d'investissement, la cotisation pour les salaires, ces fameuses caisses qui financeraient les entreprises. Dans une économie de marché, pour qu'il y ait une sélection des différents projets et des biens, il faut qu'à un moment donné, certaines entreprises finalement capotent si elles n'arrivent pas à vendre leurs produits. Donc c'est un peu ça le jeu du marché, c'est comme ça que se fait la sélection. Et donc comment est-ce qu'on concilie cette existence du marché, donc le fait que les entreprises doivent convaincre, faire du chiffre d'affaires, avec donc un financement finalement qui est assez hypothétique, et des ressources garanties qui seraient versées par la caisse de salaire et la caisse d'investissement. Voilà. Concrètement, comment est-ce qu'on articule ça? Et enfin, dernière remarque, et je m'arrête. Comment on fait, si on a du marché, ça veut dire finalement qu'il y a de la libre entreprise, donc il y a des individus qui peuvent décider de monter des entreprises. Comment est-ce que socialement on garantit que ça ne soit pas de l'entrepreneuriat tout azimut et que finalement il y ait une genre de gaspillage des ressources collectives? Quel est le garde-fou ici dans le système sur quels projets entrepreneuriaux on va finalement autoriser et lesquels finalement on considérera qu'ils ne sont pas souhaitables? Tu démarres, je démarre? Vas-y. Bien sûr qu'il y a du marché possible dans le communisme. Hein. Le capitalisme, ce n'est pas le marché. Le capitalisme, c'est l'organisation de la production dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit
c'est une organisation de la production autotélique, dirait Frédéric, en tout cas, dont le but, c'est de produire de la valeur pour mettre en valeur du capital. Il n'y a pas d'autre but que de mettre en valeur du capital. Il y a une indifférence à la valeur d'usage. C'est ça le cœur du capitalisme, hein. Ce qui fait aussi que notre rapport au travail est un rapport d'hétérogénéité complet. Nos personnes ne sont pas considérées comme en capacité de produire, puisque la production, la décision de production ne nous appartient pas, puisque la production a comme finalité la mise en valeur d'un capital. Donc nous sommes absolument étrangers aux finalités et aux moyens du travail. Donc c'est ça le capitalisme. Pour le meilleur aussi, c'est-à-dire que pour cette fin absurde, qui est de produire de la valeur pour la valeur, qui nous mène à un mur anthropologique et écologique absolu, dont on a maintenant pris une conscience très claire. Le capitalisme est capable de mobiliser la science, la technologie, l'organisation, pour reprendre ces trois termes importants, d'un travail qui n'est pas l'addition d'activités. Et le communisme, ce n'est pas l'abandon de cette ambition. Ce n'est pas de considérer que nous sommes dans un monde fini, etc. Pas du tout. Notre capacité de rapport réflexif au reste du vivant et à la nature est telle que nous pouvons faire jaillir du reste du vivant et de la nature un inouï dont nous n'avons pas du tout l'imagination, même aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un monde fini auquel nous devrions nous adapter dans une écologie punitive. Nous sommes en responsabilité de sortir le travail de sa folie capitaliste, mais pas d'abandonner le travail et l'ambition collective qu'il y a dans le travail. Ça peut très bien passer par des éléments marchands, par des éléments gratuits, bien sûr, hein, en matière d'éducation, de santé, etc., mais par des éléments marchands. Il n'y a pas de raison que nous éliminions le marché, qui est une institution allocatrice de la richesse qui peut être tout à fait intéressante et plus performante que la planification. Ça dépend, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais en aucun cas nous ne pouvons avoir comme projet d'abandonner le marché. Mais nous avons des tas d'outils, et sans inventer encore une fois un truc qui n'existe pas. Vous prenez les soignants, la sécurité sociale du soin, telle qu'elle se met en place à la fin des années 50, avec des résultats assez prodigieux. Alors elle a été tellement, ensuite, depuis la fin des années 70, tellement mise en cause, rabotée, etc., qu'aujourd'hui nous sommes dans une impasse quasiment hospitalière. Hein. Mais ce que nous avons créé dans les années 60, c'est en matière de travailleurs indépendants, de soins, un marché, sauf que ce marché, il est régulé en amont. On dit le marché, c'est la sanction en aval par les consommateurs. Non, ça peut être très bien un dispositif régulé en amont. Il y a une définition des actes, il y a un prix des actes, où ça est négocié entre les organisations professionnelles et la Caisse de sécurité sociale du soin. Nous avons là une logique marchande avec des travailleurs indépendants qui sont sortis de la dépendance vis-à-vis du marché. Si vous prenez des juristes, des architectes, toute une série, des commerçants, etc., vous avez des professions qui, faute de cette régulation du marché par une négociation conventionnelle, sont complètement soumises au marché. Et ça se donne des résultats très simples. Hein. Les soignants ont en revenu brut, les soignants libéraux, hein, en revenu brut qui est entre 50 000 et 150 000 euros par an,
les artistes-auteurs, enfin ceux qui ne relèvent pas de l'indépendance, de l'intermittence du spectacle, et qui relèvent du droit de propriété intellectuelle, mais prenez aussi les architectes, prenez les professions libérales qui ne sont pas bénéficiaires d'un marché régulé, vous allez avoir 90% de gens qui vivotent et puis 10% d'ultra-riches. Nous avons su, c'est ça, l'inventivité communiste, nous avons su créer un marché qui permet le travail indépendant, tout à fait, qui permet, comme tu le rappelais, et comme effectivement Frédéric y insiste dans le livre, une forme de libre choix du prestataire, du contenu, par les usagers. Donc il n'y a pas le communisme, ce n'est pas un projet de planification généralisée, avec des services publics généralisés. Je crois que c'est au contraire, si chacun est titulaire d'une qualification, mais la possibilité d'entreprendre va être considérablement augmentée. Mais pas cette possibilité illusoire que donne le capital. Alors moi, si je devais trouver une formule pour indiquer de manière assez vague, quand même, c'est une question très complexe, tout ça, ce que pourrait être le mixte des formes de coordination auxquelles nous pensons, je dirais, tout ce qu'il est nécessaire de planification, mais sans brider les initiatives désirantes. Alors là-dessus, on nous tombe dessus au motif « Ah, il y a du marché, ah, il y a de la monnaie, ah, ça ne peut pas être le vrai communisme. » Le vrai communisme, c'est de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Bon. Là, je crois pouvoir associer Bernard à ce que je vais dire. Nous ne croyons pas à ça. Ceci est une fable anthropologique et les paris anthropologiques de cette nature sont plus qu'aventureux. Bon. Alors oui, nous conservons du marché, pas le marché, nous conservons du marché et de la monnaie, et nous les conservons parce qu'en effet, il y a des plis de l'individualisme auxquels, en tout cas à court-moyen terme, on ne peut pas ne pas faire droit. On ne peut pas, je crois, dicter en totalité aux individus ce qu'ils vont consommer. On peut en fixer une bonne partie, je veux dire des consommations collectives, et on doit faire croître le champ des consommations collectives, mais ça on connaît ça déjà, c'est pas du tout nouveau. La santé, l'école, les transports, etc., etc. Mais on ne peut pas déterminer collectivement toutes les consommations individuelles. Il restera en effet, et je crois qu'il faut qu'il reste, une marge de consommation privée. Alors, cependant, Alban, tu as pris la question du côté de l'individualisme de la consommation, et moi, je l'attrape bien davantage encore, non pas du côté de la demande, mais du côté de l'offre, et dans le droit fil de l'anthropologie que j'esquissais tout à l'heure. Moi, je pense que la ressource du communisme, c'est que les gens, j'y reviens, la grande ressource du communisme, c'est que les gens ont des désirs de faire, ils ont des désirs de s'activer. Donc l'idée directrice, si je puis dire, ça serait d'enrégimenter au minimum les désirs de faire dans la planification. Il y a beaucoup de désirs de faire qui vont trouver spontanément leur place dans la division du travail, n'est-ce pas? Entre, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, d'un côté l'ensemble des choses à faire, de l'autre l'ensemble des désirs de faire des choses. J'ai dit que le match n'était pas total, mais le mismatch non plus. Donc, pour faire dans la provocation, je dirais que nous sommes pour un communisme de l'initiative privée. Mais évidemment, ça aussi, il ne faudra pas le dire comme ça sera comme la corvée. Vous me direz, ça va faire un sacré paquet langagier, entre la corvée et l'initiative privée. Bon. Mais l'idée quand même, c'est ça, c'est de laisser autant d'espace qu'on peut à cette force de propulsion du communisme, je crois, qu'est le désir de faire. Mais évidemment, je vais y revenir dans un instant, pas du tout libéré dans n'importe quelle condition, ça va absolument sans dire. En tout cas, il est vrai que s'il y a de l'initiative productive privée, alors il y aura une validation sociale qui sera en partie monétaire. Bon. Et là, effectivement, on voit réapparaître le marché avec ses corrélats.
La concurrence, la faillite. Alors la concurrence, bah oui, elle sera objective. Mais quand même, il faut le dire, une concurrence d'intensité considérablement réduite. D'abord, il n'y a plus d'actionnaires à rémunérer, ça fait une sacrée différence. Deuxièmement, il y a un considérable allègement de la contrainte de productivité, car il y aura un large retrait du jeu du commerce international. J'insiste sur allègement, large retrait, parce que tout ça ne se fera pas en totalité, on va y venir tout à l'heure. Et puis il y aura surtout une modération par les caisses économiques, dont je dirais que la ligne a priori est anti-développementiste. C'est-à-dire, lorsqu'on vient pour soumettre un projet de développement à la caisse économique, à la caisse de son ressort territorial, son mouvement spontané, sans réfléchir, c'est de dire non. Puis après, elle réfléchit. Mais en tout cas, il est certain que la caisse économique barrera les projets d'extension nationale qui ne sont pas rendus nécessaires par l'existence de rendements croissants ou la nécessité d'une taille critique, ou bien deuxièmement, la nécessité de la division du travail de disposer d'un opérateur ou d'un prestataire ou d'un producteur à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle nationale. Donc resteront pour l'essentiel des producteurs locaux sur des marchés spatialement séparés, donc très faiblement concurrentiels. Est-ce qu'il y aura des possibilités de faillite? La réponse est oui. À partir du moment où il y a une épreuve de validation sociale, l'issue de l'épreuve n'est pas prédéterminée, sinon ça ne s'appelle pas une validation. Mais il faut tout de même noter que la faillite n'a plus rien de dramatique pour les individus, puisque leurs ressources, elles continuent d'être assurées par le salaire à la qualification. Ça ne veut pas dire que la faillite n'est pas un événement triste. Je veux dire, l'arrêt d'un projet de faire collectif ou individuel, c'est une sérieuse contrariété. Qui apprécie la faillite? Là encore, c'est la caisse économique, n'est-ce pas? Bon, alors, là maintenant, il faudrait rentrer dans le détail des critères qui soutiendront ces appréciations de la caisse économique. Il est difficile de le faire ici. Il faudrait parler éventuellement de la constitution d'un système de comptabilité propre à une formation sociale communiste. Mais alors ça Bernard, tu es mieux au courant que moi, parce que tu travailles beaucoup avec Daniel Bachet, qui est vraiment le spécialiste de ce genre de choses. Dernier point, est-ce que, comme tu le disais dans ta question à l'écrit, en tout cas, Alban, est-ce que c'est un système qui ne va pas déchaîner un entrepreneuriat anarchique, qui va faire mumuse avec les ressources collectives? Je te cite. La réponse est certainement pas. Et là encore, c'est le système des caisses économiques qui régule tout ça. Il faut bien voir que le système des caisses économiques, je dis exprès le système des caisses économiques pour insister sur sa dimension pluriterritoriale. Il y a des niveaux territoriaux de caisses économiques qui sont avec des responsabilités déléguées dans un ensemble de constitutions fédératives, etc., etc. Mais le système des caisses économiques, je serais tenté de dire que c'est l'épine dorsale de la constitution institutionnelle du communisme. Vraiment, c'en est la forme institutionnelle la plus importante, car c'est elle qui, littéralement parlant, pilote la division du travail et ses développements. Ces développements ou ces involutions, parce que, n'est-ce pas, il va y avoir des endroits où il va falloir, si vous voulez, par exemple, toute une série d'activités qu'on va mettre très joyeusement en extinction. Vous voyez, la publicité, le marketing, les banquiers d'affaires, et en réalité même les banquiers tout court, tout ça va disparaître, ça va être très gai. Là, moi, je suis allé acheter un thé à la sortie de la gare avant de venir. Il y avait dans un truc, genre, je sais pas quoi, qui n'était pas très grand, il y avait 3 écrans plats pour... bon, je veux dire, le secteur des écrans plats va beaucoup morfler, ça il faut le leur dire. Bon, et donc, vous voyez, c'est le système de la caisse économique qui va décider de l'allocation des subventions, de leur reconduction ou de leur interruption, n'est-ce pas? Alors, je suis aussi ignorant que toi, Alban, à propos de la Yougoslavie. Je pense qu'il va être temps que je me déniaise, mais sans aucune connaissance de ce cas, je dirais que finalement, ce que nous visons, c'est une économie de marché... une économie de marché dans sa juste proportion. Je ne sais pas s'il faut dire minimale ou maximale, c'est étrange d'ailleurs. Je veux dire maximale au sens de il faut que les initiatives de faire, individuelles et collectives, s'expriment avec autant de liberté que possible, et en même temps, ça ne peut pas être un système anarchique. Donc, une économie de marché, mais rabotée du salariat, et surtout, c'est ça qui est fondamental, radicalement détournée de l'objectif développementiste productiviste.
Ça, c'est le point vraiment. Donc, si vous voulez, nous ne faisons pas l'impasse sur la question des forces productives et du niveau de développement des forces productives. Mais nous soustrayons cette question à la problématique du productivisme, qui est le développement des forces productives pour le développement des forces productives et sans autre finalité. Donc, ligne antidéveloppementiste, mais d'un antidéveloppementisme asymétrique. Et d'ailleurs, Bernard vient de l'évoquer. Moi aussi, d'une certaine manière, en faisant le pendant. Il y a des secteurs qu'on va mettre en extinction, il y en a d'autres, au contraire, il va falloir, si vous voulez, il va falloir réfléchir, il va falloir mobiliser les savoirs de techniciens, d'ingénieurs, de scientifiques pour la production d'énergie, la production du médicament et des équipements médicaux, etc. Et sans doute plein d'autres choses encore. Et ça, c'est un exercice de discernement dont l'institution cardinale du système des caisses économiques sera chargée. Je voudrais ajouter un ou deux points brefs, parce que vous n'avez pas traité. Oui, vous n'avez pas traité. Vous avez respecté vos temps de parole. Il m'avait prévenu, il m'avait dit il faut que tu nous remettes dans le droit chemin. Je m'en dis 1 minute, ça va. Donc, à propos de la faillite, bien sûr, faillite possible. C'est pour ça qu'il faut 2 choses fondamentales. L'une à laquelle Frédéric a fait allusion. Aucun droit des travailleurs ne doit dépendre de l'entreprise où ils travaillent. Aucun droit. Les droits doivent être attachés à la personne, quelle que soit l'entreprise où ils travaillent. Et les droits doivent être les mêmes, quelle que soit l'entreprise où on travaille. Ils sont attachés à la personne, pas à l'entreprise. Un des graves raisons de l'échec de l'URSS, c'est l'entreprise-providence. Si l'entreprise est providence, il faut qu'elle reste, y compris si elle a perdu tout contact avec les réalités d'un travail productif. Donc non, pas d'entreprise-providence, sûrement pas. Ce n'est pas dans l'entreprise qu'on a des droits. Aucun droit de personne ne doit être fondé sur l'entreprise où elle travaille. Et la deuxième chose que j'ajouterais à ce qu'a dit Frédéric, c'est de distinguer propriété d'usage et propriété patrimoniale. C'est-à-dire que le collectif des travailleurs est propriétaire d'usage, mais il n'est pas propriétaire patrimonial. Tu faisais allusion au séminaire de réseau salarial où Benoît Boritz et Daniel Bachet ont animé toute une année sur dépasser l'entreprise capitaliste. Ça vient de paraître au croquant, donc n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage. Il y a une critique du fait que les coopérateurs soient propriétaires patrimoniaux de la coopérative. Ça n'est pas bon. Un collectif de travail, il n'est pas forcément conscient des enjeux territoriaux, etc., de ce qu'il fait. Il n'a pas la longévité d'une entreprise. Il faut que le patrimoine de l'entreprise n'appartienne pas aux travailleurs, appartienne à des collectivités. Qu'il faut, là encore, tout ça c'est bienvenu au club. Nous, on n'est pas spécialement capable de penser tout ça. Le communisme, c'est une invention permanente, évidemment. Mais le rôle des caisses économiques n'est pas le seul. Je pense qu'il faut aussi des collectivités qui soient propriétaires patrimoniales des entreprises et qui puissent affecter à un autre collectif l'entreprise en question. Parce que le collectif qui en était propriétaire d'usage s'est révélé défaillant. C'est ça la faillite. C'est que l'outil de travail ne soit pas perdu, qu'il persiste, mais affecté à un autre collectif. Et le rôle des caisses économiques suppose une extrême réflexion sur leur démocratie, bien sûr, sur leur multiplicité. Tu parlais de rôle multiscalaire à différents niveaux. Il faut que les entreprises puissent faire appel et mettre en concurrence plusieurs caisses économiques, bien sûr, pour qu'on ne soit pas dépendant d'une bureaucratie locale. Sinon, bonjour les dégâts. La gestion des caisses doit être une gestion par les intéressés eux-mêmes. Merci pour vos réponses. Du coup, on continue là sur ces questions. Comme on a abordé la question de la division du travail, moi, on a une question qu'on était quasiment obligé de poser avec la lecture de ça. Et puis, comme j'ai prévenu Frédéric avant de venir, il y a les camarades d'attaque, je savais qu'ils allaient être là, donc on était obligé d'ouvrir à l'international finalement votre pensée. Alors, Frédéric, tu étais venu il y a quelques temps à Rennes. Et tu avais fait fort en critiquant notamment les ZAD.
Ah non, non. Et notamment, en fait, ce qui est intéressant. Mais non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, Léo. Je disais que les ZAD n'étaient pas suffisantes parce qu'elles se heurtent justement à la division du travail. Pour faire le lien en fait avec ce que dit Bernard, ce qui est très intéressant dans la proposition de Bernard, je trouve, c'est qu'elle est d'emblée macro et donc règle en partie cette question de l'articulation de la division du travail entre local et national. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une mondialisation financiarisée, capitaliste, donc la division du travail, elle est fondamentalement, je pense, internationale. Alors, bien sûr, tu l'as dit d'ailleurs, il y a des activités qui vont s'arrêter, on peut raccourcir certaines chaînes, mais il me semble, à moins de penser une révolution communiste mondiale, on va devoir finalement continuer d'échanger avec un extérieur capitaliste. Je crois que tu dis à un moment dans le livre, la ZAD c'est bien, mais si on se casse la jambe dans la ZAD, ben, on va avoir besoin d'un scanner General Electric et pas forcément de plantes, etc. Donc ma question, je te laisserai défendre là. Ma question c'est, voilà, comment vous gérez cette question du rapport à l'extérieur? Et en fait, il y a deux sous-questions là-dedans. Est-ce que votre position est internationaliste ou est-ce que votre proposition est franco-française? Donc, si elle est internationaliste, comment on développe cette vision à l'international sans tomber dans les travers néocoloniaux? Et dans les deux cas, la sous-question un peu, c'est comment on se protège de cet extérieur capitaliste? Est-ce que, ce que je mettais dans les questions que vous envoyez, est-ce que on peut parler, alors un gros mot moi, que j'ai prononcé justement au Parti communiste français, est-ce qu'on peut faire du protectionnisme ou non? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser de côté? Voilà, comment on met fin à cette mondialisation capitaliste? Donc en gros, si on a cette vision internationaliste, comment on fait pour imposer cette proposition que fait Bernard? Je pense que... Enfin, je vais être peut-être déceptif, mais je pense que la question est fausse. C'est-à-dire que poser cette question, c'est rester dans un imaginaire militant qui est celui-ci. Faire la révolution, c'est prendre le pouvoir d'État. Et puis une fois qu'on a pris le pouvoir d'État, on met en place le socialisme, et puis après, c'est le communisme. Ce truc cette laïcisation de la croyance religieuse au ciel. Hein. On passe de l'autre côté. Ensuite, il y a le purgatoire socialiste, et puis il y a le paradis communiste. Je suis depuis 1969 au Parti communiste. Je sais que c'est très prégnant dans l'imaginaire. Et je suis toujours au Parti communiste, je le précise, hein, depuis 1969. C'est très prégnant dans l'imaginaire militant, et ça vaut pas que, ça vaut aussi au NPA, ça vaut chez les anards, ça vaut chez un peu tout, que de dire que... de ne jamais militer pour le communisme. On milite parce que le communisme, c'est après, c'est demain, c'est après le purgatoire, puis il faut d'abord prendre le pouvoir d'État. Alors, évidemment, si c'est comme ça qu'on voit la révolution, on va se trouver aussitôt à la question, ben alors j'ai pris le pouvoir d'État, mais alors il y a tout le capitalisme mondial qui me tombe dessus, qu'est-ce que je fais? C'est pas comme ça que ça va se passer. Pas du tout. Prendre le pouvoir d'État n'est pas un projet communiste. Ce n'est pas le préalable. La bourgeoisie, au demeurant, n'a pas commencé par prendre le pouvoir d'État. La prise du pouvoir d'État par la bourgeoisie, elle est postérieure à sa prise du pouvoir sur la production, sa prise du pouvoir sur le travail. Si vous prenez le pouvoir d'État alors que la bourgeoisie locale et mondiale est au pouvoir, c'est-à-dire que c'est elle qui continue à décider de la production, mais elle vous tient complètement en otage, complètement. Alors de deux choses l'une, ou vous baissez la culotte, et ça va être 82-83 le tournant de la rigueur, et puis ça s'est répété beaucoup, hein, depuis maintenant 40 ans, ou bien vous instaurez une dictature. Et cette dictature, elle sera sur le peuple, puisque c'est un bon État faisant une bonne politique qui est censé... après le purgatoire, créer le paradis, alors même que nous n'avons aucune expérience populaire à la base d'une maîtrise du travail. La révolution communiste, elle ne peut se faire que par en bas. On ne va au communisme que par le communisme. Elle ne peut se faire que par en bas. Toutes les sociétés capitalistes sont dans une démarche
Alors, cas à cas, bien sûr, mais de même que toutes les sociétés féodales ont été travaillées par le capitalisme et elles y sont arrivées un jour ou l'autre. Nous sommes dans le même processus. Hein. Tout volontarisme de prise du pouvoir d'État comme préalable ne mène qu'à des échecs. On a fait l'expérience au XXe siècle, ça y est, on ne va pas recommencer indéfiniment la même chose. Et donc, la question ne va pas se poser comme ça. Dans chaque pays capitaliste, il s'agit de conquérir la souveraineté sur le travail. Alors, nous faisons une proposition communiste dans ce bouquin de quoi et comment conquérir la souveraineté sur le travail. Et c'est cette conquête de la souveraineté sur le travail qui rendra possible une prise du pouvoir d'État, des changements macroéconomiques totalement assumés, mais dans la prise du pouvoir sur le travail, qui est notre responsabilité actuelle. Hein. Moi, j'en ai absolument marre de me trouver devant des collègues, mettons, qui me disent oh, ben, on n'est pas d'accord avec les programmes. Ben, pourquoi vous les faites si vous n'êtes pas d'accord? Ah ben non, ben on attend la retraite pour faire ce qu'on veut. Ah bon? Vous voyez, il y a un moment où il faut arrêter d'être dans cette situation où on travaille pour ne plus avoir à travailler. C'est ça la définition du travail dans le capitalisme. Travailler pour ne plus avoir à travailler. Passer un mauvais moment pour pouvoir ensuite faire ce qu'on veut. Enfin, tout ça est aberrant. Hein. Donc la prise de conquête sur le travail suppose d'ailleurs des institutions macro. Mais elles sont possibles. Sans prise du pouvoir d'État. Il n'y a pas de préalable de la prise du pouvoir d'État. Le préalable à la prise du pouvoir d'État, qu'il faut évidemment, à laquelle il faut arriver à un moment ou à un autre, ce préalable, c'est des conquêtes de maîtrise du travail. Le capitalisme, c'est la folie sur le travail, d'accord, et la non-maîtrise sur le travail. Eh bien, ma foi, sortons de cela, conquérons la maîtrise du travail. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des ZAD, c'est évident. Il faut qu'il y ait des sécessions, mais ce n'est pas suffisant, les sécessions. Hein, parce qu'une addition de sécession, ça ne fait pas une alternative au capitalisme. Il faut aussi que dans les grandes entreprises, dans les grands services publics, on n'accepte plus de travailler contre ses convictions. Ça n'est plus possible, cette contradiction dans laquelle on est, où on accepte de travailler mais en souffrant. Alors on souffre beaucoup. Ah ben d'accord, alors le syndicat va gérer la souffrance au travail. Ben non, 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 il faut arrêter cette logique-là. Politiser le travail, hein. Le cœur de la politique, c'est le travail. Et c'est là qu'il s'agit de conquérir, et nous allons conquérir en Allemagne, en France, etc. On va pas, lorsque nous serons en capacité d'assumer à une échelle nationale la nouveauté communiste, elle existera aussi ailleurs. Parce qu'encore une fois, elle ne va pas se construire à partir d'un préalable qui est la prise du pouvoir d'État. C'est pas Bernard qui va être décevant, c'est moi. Hein. Parce que là, on a un point de désaccord que nous n'arrivons pas à résoudre. Et du coup, moi, je ne sais pas à quelle question répondre. Parce qu'il y a la question, Bernard a emballé ça, d'un coup les deux, formidable, hein, et la question du pouvoir d'État, du communisme par le bas, etc., et celle de l'internationalisme. Et moi, j'ai du mal à tout tenir ensemble. Donc, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, si ma tendance, évidemment, c'est d'aller sur la question stratégique. Et là, je ne suis pas d'accord avec lui sur le communisme se fera par en bas. Le capital, on a déjà eu cette discussion tant de fois, le capital ne nous laissera pas reconquérir la souveraineté sur la production, Bernard. Il ne nous laissera pas faire, sauf dans des interstices. Ça, on est d'accord. On s'en va ailleurs, et là, on se réorganise autrement. Mais si tu veux reprendre, voilà, je ne sais pas pourquoi, non, ça doit être mon déménagement qui m'y pousse, je pense à Leroy Merlin. J'ai passé du temps chez Leroy Merlin ces derniers temps, ils sont en grève. Bon, une grève qui a été victorieuse dans la limite des objectifs qu'elle pouvait se fixer. C'est une grève de revendication salariale. Hein. Mais le patronat de Leroy Merlin ne laissera pas les salariés de Leroy Merlin organiser la boutique. Ceci ne se produira pas. Le contre-exemple que je t'oppose toujours, c'est celui de l'IP, qui s'est tenu dans un contexte historique autrement favorable que celui qui est le nôtre maintenant, et on a vu ce que ça a donné. Donc il ne suffit pas de mettre la banderole, de mettre la main sur les machines, sur le stock, de faire la banderole, on produit, on vend, on se paye.
Parce que moi, donc, je le dis à Bernard, l'étape d'après, c'est on attend les CRS. Je veux dire, l'État est État du capital. L'État est là pour défendre les intérêts du capital. Si on touche à la propriété du capital, c'est-à-dire à la souveraineté du capital sur la production, l'État du capital envoie les flics pour défendre les intérêts des propriétaires. Je pense que l'argument de la bourgeoisie, de la révolution bourgeoise qui a procédé par en bas est un petit peu spécieux, si tu me permets. Parce que la bourgeoisie est passée par l'angle de la production dont l'aristocratie se foutait. La bourgeoisie a conquis la production parce qu'elle était là à conquérir. Elle n'était même pas là à conquérir, elle était là à faire sortir de terre. Donc, si tu veux, il y a un biais, tandis que désormais, nous devons reconquérir la production en l'arrachant des mains de ceux qui la possèdent. Et c'est une autre paire de manches, cette histoire. Donc, c'est pour ça que moi, je crois qu'il y a forcément un moment, bien sûr, comment dirais-je, j'anticipe, là je suis en train de grouper 3 questions d'un coup, ça ne va pas du tout cette histoire. Bien sûr, ça se prépare par en bas, par une déshabituation, par une décolonisation des esprits, par une pratique locale du communisme dans les ZAD, dont je supplie qu'on arrête de dire que je les critique, bordel de merde, je m'en étouffe, c'est absolument faux. Je veux dire, j'ai la plus grande admiration pour les gens qui se lancent là-dedans. Tout ce que j'ai jamais voulu dire est la chose suivante, que Bernard a très bien dit à ma place d'ailleurs. Ça ne suffit pas à faire un modèle macroscopique. Voilà. Pour des raisons qui sont liées à la division du travail. Bon, alors, j'en ai perdu un peu mon fil, mais donc effectivement, oui, ça se prépare par en bas. Mais il y a forcément, moi je crois qu'il est inévitable qu'à un moment ou à un autre, il y ait une confrontation résolutoire dans laquelle il y va de la totalité de l'ordre institutionnel et de l'ordre social. Évidemment, si elle n'a pas été préparée par tout un bouillonnement, par tout un tas d'initiatives, pour tout un tas de pratiques, alors là, c'est désastre. Je veux dire, on sera défait en race campagne. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, hein. Moi, je ne crois pas philosophiquement à la catégorie d'événements, parce que je crois que les événements sont le couronnement de très très longs processus de maturation. J'allais parler, j'allais répondre à la 5e question sur le Grand Soir. J'arrête. Puis je peux même pas répondre sur l'internationalisme, hein, du coup, parce que je suis hors temps là. Hein, t'es d'accord? Comme vous avez devancé, on ne fera pas la dernière question. Ah bah non, c'est la plus intéressante. Bon, alors, je sais pas quoi faire, parce que c'est terrible. Non, bah il faut me donner des ordres, hein, là, parce que. On va revenir rapidement sur la dernière question, mais c'était pour pas priver le public de son droit aussi à en poser. Mais bah oui. Voilà, vous avez commencé à l'aborder, c'était cette question. Eh ben moi je suis pour me laisser réemmerder sur la question de l'internationalisme par, il se trouvera bien une âme charitable pour me le remettre dans les pieds. Hein. On croirait De Gaulle dans ses conférences de presse. Hein, Putain, mais c'est le cartel des salauds. Je veux dire, l'un me dit que je critique la ZAD et ce faux jeton. Dernière question, oui. Bon. Et ben voilà, c'est sur une question de la stratégie politique sur laquelle vous êtes en divergence. Donc, c'est que dans le livre, il y a quand même quelques mots durs sur les syndicats, notamment, principalement pour ceux qui croiraient encore à un espace de négociation au sein du néolibéralisme. Je porte seul la responsabilité de ces mots durs, ici, il faut le dire. Ouais. Vous dites aussi que vous ne croyez pas trop au changement par les urnes, puisque, je te cite, Frédéric, puisque il faut envoyer à César ce qu'il y a à César. Donc Mélenchon au pouvoir serait torché en 2 semaines par les forces de la finance, notamment par l'augmentation du taux d'intérêt, et enfin la désertion finalement de la ZAD qui n'est pas suffisante, hein, non pas pour des raisons que tu as rappelées, mais parce que les gouvernements ne laisseraient pas avoir lieu, ils enverraient la troupe. Donc la question finalement c'est quelle modalité de l'engagement, qu'est-ce qui nous reste pour produire du changement? Est-ce que c'est le Grand Soir? Et le Grand Soir, comment ça s'organise? Est-ce que c'est quoi les cadres collectifs de mise en mouvement? Puisque quels affects pour aller vers ça? Je trouve que le modèle que tu prônes de l'événement, c'est celui des Gilets jaunes. Et voilà, nous dire 2 mots aussi, j'empaquette un peu tout. Il semble que tu as parlé aussi dans certaines interviews de néo-léninisme. Voilà, ce qui nous renvoie à cette question de la stratégie politique. Bernard, tu commences? Oh, pourquoi pas, mais c'est pas...
je voudrais bien faire entendre mon propos. Je ne suis pas pour un grignotage progressif du capitalisme. J'ai parfaitement conscience que la lutte de classe suppose des mobilisations à l'échelle macroéconomique, hein, et pas simplement à l'échelle micro. Mais une fois que j'ai dit ça, je maintiens que nous devons articuler en permanence, marcher en permanence sur deux pieds, le pied micro et le pied macro. Et nous ne sommes pas démunis pour faire cela, hein. Dès lors que c'est sur le travail que nous nous mobilisons, hein, c'est-à-dire sur la part de l'activité reconnue comme productive. Cette mobilisation, elle prend aujourd'hui une forme communiste intéressante qui est la sécession. Toute personne qui est décidée à ne pas produire pour le capital et qui entend produire selon son éthique est communiste. Nous sommes là dans le cœur du communisme. Ces sécessions que je salue, et je suis sur la même position que Frédéric à propos des ZAD, mais il n'y a pas que les ZAD, hein, il y a toutes les alternatives en matière de production et de distribution alimentaire, en matière d'énergie, en matière de logiciels libres, enfin, etc., etc., etc. Elles sont absolument nécessaires. Je ne pense pas du tout que nous puissions continuer à construire le communisme dans l'indifférence au travail concret. Ce n'est pas possible. Elles sont absolument nécessaires et elles sont absolument récupérables. Elles sont absolument récupérables. Le logiciel propriétaire vit du logiciel libre. Dès qu'un business model est trouvé par des dissidents, aussitôt il y a un troll à la Xavier Niel qui achète, etc., etc. Beaucoup de la recherche et développement aujourd'hui est faite gratos pour le capital par des dissidents qui vivent au RSA et qui pensent ne pas travailler pour le capital alors qu'ils travaillent pour le capital. Donc, cette nécessaire organisation alternative du travail, ici et maintenant, doit s'appuyer, pour ne pas être récupérée ou marginalisée, sur des institutions macro. Bon, les institutions macro, nous en avons un très bel exemple, j'ai commencé à y faire allusion, avec la mise en sécurité sociale des soins à la fin des années 60. Hein. Vous avez une hausse du salaire massive dans les années 60, hein, une hausse des salaires, en monnaie marquée. Hein. Nous sommes en monnaie marquée, on n'est pas en monnaie qui va sur le compte postal ou le compte en banque. C'est une monnaie qui va aller, pas tout de suite, mais quelques années plus tard, sur la carte vitale. Et cette hausse du salaire en monnaie marquée va permettre de modifier la production de soins. Parce que cette monnaie n'étant consommable, il y a bien un marché, donc on achète les prestations de soins dont on bénéficie. Mais cette monnaie n'étant utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés, évidemment, avec la convention, nous avons un outil macroéconomique formidable pour sortir tous les marginaux de la marginalité, leur offrir un marché à une échelle inimaginable, soutenir leur investissement parce que la sécurité sociale du soin s'est faite par subvention de l'investissement, partiellement, et donc par des travailleurs qui, d'un point de vue anthropologique, travaillaient pour travailler, pas pour rembourser une dette, ce qui est quand même très très différent. Hein. On le voit à l'hôpital, hein, aujourd'hui, le gel des cotisations fait qu'il y a un déficit hospitalier considérable. Du coup, ce sont les gestionnaires qui ont pris le pouvoir sur les soignants, d'une part, et d'autre part, la clinique a été remplacée par le protocole. Là, on a une perte de maîtrise sur le travail considérable liée à un endettement. Hein, l'endettement qui est présenté comme absolument indispensable dans l'activité économique. Là aussi, hein, d'un point de vue anthropologique, nous avons commencé à sortir de cette figure du travailleur qui commence par s'endetter avant même de commencer à travailler, alors que c'est lui qui produit la valeur, y compris de l'investissement. Sortir de l'idée d'endettement
créer de la monnaie sans endettement, subventionner l'investissement, nous avons déjà fait pour 10% du PIB en matière de soins, nous allons continuer, nous allons le faire. C'est-à-dire que nous allons assumer toutes ces marginalités-là qui sont absolument nécessaires dans une optique macroéconomique. Ça suppose maintenant, autre versant de la mobilisation aujourd'hui, la mobilisation syndicale dans les grandes entreprises, dans les grands services publics. Là, il faut absolument déplacer, c'est de même que les dissidents doivent vraiment travailler à faire valoir les institutions macroéconomiques qui les fassent sortir de la dissidence et qui mettent en cause l'agrobusiness, par exemple, dans une sécurité de l'alimentation. Ben, de la même façon et symétriquement, les syndicats, eux, doivent cesser de gérer la souffrance au travail. Mais là, ça suppose de conquérir des droits, qui, là encore, sont des droits macroéconomiques. On évoque un réseau salariat, une retraite à 50 ans. Et à 50 ans, chacun devient titulaire de son salaire, porté au salaire moyen, donc porté à 2 300 € s'il est inférieur, ramené à 5 000 € s'il est supérieur, parce qu'au-delà de 5 000 €, on ne voit pas très bien la légitimité du salaire. Et non licenciables. Vous voyez, il y a des quinquagénaires en pleine capacité professionnelle qui vont être avec une responsabilité qui est de s'opposer aux directions. Mais une responsabilité rendue possible par ces deux conditions. C'est là que l'on va entraîner à un niveau macroéconomique. Dans les entreprises où la tradition, c'est d'accepter de faire un boulot avec lequel on est en désaccord, et il y a une longue, merci, il y a une longue habituation à cette acceptation, mais par une institution. Je ne crois pas au peuple vertueux, pas plus que Frédéric, hein, pas du tout, on ne croit pas du tout au peuple vertueux, on refuse les anthropologies enchantées, enfin tout ça pour nous c'est de la blague, hein. Mais il y a des institutions qui peuvent nous rendre vertueux. Et on peut parfaitement donc avoir une proposition de construction du communisme qui ne passe pas par une prise préalable du pouvoir d'État, qui conquiert des droits macroéconomiques de souveraineté sur le travail. Alors, je voudrais commencer en insistant sur un point qui me paraît d'une grande importance. Hein. C'est le communisme n'est pas qu'un mode de production. Ça n'est pas qu'une structure institutionnelle. Je dirais, le communisme, c'est peut-être avant tout un habitus. Et cet habitus n'est pas seulement l'effet du passage au communisme. Il est la cause et peut-être même la condition de son avènement, n'est-ce pas? En quelque sorte, il faut déjà avoir entamé son devenir communiste pour faire advenir le communisme. Et cet habitus, il se fabrique dès maintenant. En effet, il doit se fabriquer dès maintenant. Et il se fabrique dans des conditions, dans des pratiques nécessairement locales, puisque la logique de l'ordre global, c'est encore le capitalisme. En vérité, tout ce que je veux vous dire, c'est que l'antinomie du par en haut, par en bas est une fausse antinomie, comme assez souvent, hein, d'ailleurs. Ça sera les deux, mon général. Là, pour le coup, je prends la casquette. Bon. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui reste pour produire le changement? Le grand soir. Alors, tout le monde s'accorde à faire du grand soir un fossile, une pièce de musée, c'est définitivement dépassé, de portée folklorique, sans aucun intérêt pour le présent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je redis qu'on ne sortira pas du capitalisme pour faire advenir le communisme pleinement sans en passer par un point de confrontation terminale. Et c'est cela que génériquement j'appelle grand soir. Maintenant, les grands soirs tombent-ils du ciel? Et je suis idiot, mais je me soigne. Enfin, évidemment, non. Les grands soirs sont les produits d'un long processus de causalité, de maturation, etc., de maturation historique. Si je voulais jouer sur les mots, je vous dirais que l'événement, alias le grand soir, étymologiquement, c'est une apocalypse de la causalité. C'est ça, la révélation de son aboutissement. Octobre 17 ne tombe pas du ciel. Ça a commencé, si on admet la pertinence douteuse d'ailleurs de la question quand est-ce que ça a commencé, au moins en 1905. Alors voilà.
pour moi, néo-léninisme, qui est une provocation de plus, hein, je l'admets, mais bon, le néo-léninisme est un nom possible pour ce processus de maturation. Et pour un processus de maturation active, c'est-à-dire on ne laisse pas juste faire les choses dans leur germination spontanée, n'est-ce pas ? Ça suppose d'intervenir politiquement de manière tout à fait décidée. Et je dirais que le néo-léninisme consiste en un double refus et en une triple assomption. Alors le double refus. Refus premièrement de l'intransitivité. Les politiques de l'intransitivité, ce sont les politiques qui, pour se garder de tout autoritarisme, se gardent d'indiquer toute direction et disent non, l'important c'est de cheminer. Le chemin qui chemine, camino caminando, etc. etc. Ouais, c'est très beau, hein, ça au moins c'est sûr, c'est pas du tout autoritaire, mais quand on ne sait pas du tout où on va, on ne risque pas d'aller où que ce soit. Je veux dire, bon. Donc moi, à un moment, je pense qu'il faut dire où on va, ce qu'on veut et ce qu'on a envie de faire. Et puis refus, après le refus de l'intransitivité, refus de la destitution et de toutes ces variantes, je dirais, archipélagiques. Voilà, la destitution est un mouvement intellectuel et politique qui a eu énormément de mérite, qui a secoué les esprits à gauche, etc. Mais je serais tenté de dire qu'il était le reflet d'une époque où nous avions intégré que le capitalisme était plus fort que nous, et que la seule chose que nous avions à faire, la seule chose qui était dans notre pouvoir, c'était de le quitter. Mais alors évidemment en le laissant derrière nous, n'est-ce pas ? Bon, moi je pense que la défection généralisée ne se produira pas pour tout un tas de raisons qui sont liées aux conditions matérielles de la production et à la division du travail, et que donc à un moment il faut envisager quelque chose d'autre. Et quelque chose d'autre qui consiste à assumer trois choses qui se déduisent de ces refus. Il faut assumer premièrement la confrontation avec le capitalisme, c'est-à-dire non pas le déserter mais le renverser, le supprimer. Il faut assumer la position d'une direction, c'est-à-dire la figuration d'une nouvelle image de la vie sociale, et pas simplement une proposition de cheminer en cheminant. Et enfin, il faut assumer l'organisation. Ah, alors là, vaste sujet, hein, sur lequel je n'ai pas grand-chose à dire, moi non plus. Hein. L'organisation, c'est-à-dire des formes de coordination de l'action politique. Alors là, il faudrait reposer l'éternelle question du parti révolutionnaire. Est-ce que c'est une chose intéressante, ça ? Comment ça s'articule avec le travail spontané des gens à la base, etc. C'est des questions atrocement compliquées, à propos desquelles, je m'empresse de vous le dire, je n'ai pas la moindre lueur disponible. Voilà. Mais en tout cas, là, il est certain qu'il y a un chantier parce que la question ne peut pas être évitée. À un moment, il faut s'organiser. À quel moment ? Pour produire quoi, avec quelle durée de l'organisation, ça, c'est à vous que je passe le flambeau. Merci beaucoup. Donc, on close ce premier temps et on ouvre la question. Alors, je prends ma casquette très embêtante, puisque c'est mon rôle ce soir. Première chose, je vous demande de poser des questions. Une question, voilà, courte, précise, pour pouvoir prendre le plus de questions possible dans la salle. C'est ça un peu le jeu. Je vais vous demander aussi, comme on l'a déterminé, de répondre assez succinctement. Deuxième chose, l'objectif, c'est pas de créer un cluster à Rennes 2. La semaine prochaine, c'est la semaine des examens, donc on veut vraiment que nos étudiants soient là. Donc on va faire passer le micro et du gel hydroalcoolique. Donc si vous pouvez vous laver les mains avant de toucher le micro, ce serait sympa pour les autres. Et juste avant, on a un petit mot des amis du monde diplomatique qui voulaient prendre la parole avant de passer le micro à la salle. Il faut qu'il... Il a l'air. Merci, c'était juste pour présenter notre association. Et merci notamment à Nils de nous avoir associés. Et pour aussi présenter les amis du monde diplomatique, une association à but non lucratif qui regroupe les lecteurs du journal mensuel que vous connaissez peut-être. Et pour simplement préciser que nous sommes donc partie prenante dans le journal et que nous possédons 25% effectivement des débats vidéo, c'est-à-dire que nous organisons des débats
sur le terrain local, mais nous faisons partie aussi avec l'Assemblée, avec l'association du personnel du journal, qui nous permettent d'avoir une forte minorité de blocage qui garantit de facto l'indépendance éditoriale du journal. Et là, c'est pas facile de faire. Oui, n'hésitez pas, on va prendre un tour de 3-4 questions. Frédéric Lambert, vous êtes passé un peu rapidement, il me semble, sur la question de savoir comment on fait en sorte que les gens, dans une société où il n'y a plus tellement de contraintes au travail, veulent quand même s'y mettre, se rendre utiles, etc. Et vous parliez notamment par exemple, vous disiez en URSS, il y avait quand même un effet d'entraînement, de volonté, etc. Mais je pense qu'on sera d'accord pour dire que ça marchait quand même pas mal sur le lavage de cerveau. Et aussi qu'un certain nombre de dissidents en URSS disaient que ce qui faisait que c'était un système totalitaire et pas seulement coercitif, c'était qu'on devait faire les choses et qu'en plus on devait dire qu'on était d'accord pour le faire, qu'on devait faire semblant d'adhérer, faire semblant d'être content, etc. Et j'ai rien de mieux à proposer, mais je pense que c'est quand même une vraie question qui se pose, de savoir comment on crée un effet d'entraînement, une volonté, etc. Sans que ce soit non plus le contrôle social généralisé, la mise en scène du fait d'adhérer à ce qui est mis en place, etc. Parce qu'on voit même à des échelles multiples, dans des collectifs militants, parfois ça fonctionne beaucoup à la culpabilisation, dans des familles aussi, etc. Donc je pense qu'à une échelle macro, ça peut être un peu flippant, mais c'est une question qui se pose, je pense. Bonjour, vous parlez du désir de faire des choses, mais qu'en est-il des personnes qui ont le désir de faire mais qui ne peuvent pas faire? J'entends par là les personnes avec un handicap physique ou psychique. Ma question est par quels moyens passe la validation sociale monétaire que vous avez évoquée tout à l'heure? J'en prends une dernière. Il y a quelqu'un là-bas, là. On a un peu les deux côtés de l'amphi. Alors, c'était où? Ouais, Bonsoir, merci. Moi, ma question porte moins sur un désaccord, en tout cas une incompréhension sur le début de votre intervention, notamment sur la définition du travail et sur la différence que vous faites entre travail et activité. Alors, selon vous donnez comme définition du travail la part de l'activité reconnue comme productive. Est-ce que la solution du salaire à la qualification ne suppose pas justement une extension maximale du domaine du travail, c'est-à-dire une différenciation finalement entre l'activité et le travail? Vous prenez notamment l'exemple du travail de garde d'enfants ou du travail domestique, dont parlent par exemple des gens comme Silvia Federici. Qu'est-ce que vous entendez exactement par activité en dehors de l'ordre de la valeur? S'il s'agit de l'ordre d'échange et non d'usage, ne faudrait-il pas plutôt dire qu'il est important que certaines de nos activités, de nos travaux, échappent à la marchandisation en tant que mise en œuvre de valeurs numériques d'échange et une quantification de l'activité? On traite déjà ces trois-là, c'est bien. Et puis on refait un tour. Je vous laisse répondre, essayer de maximiser comme question aussi. Tu veux commencer, Bernard? Oui, je peux dire. S'agissant des handicapés, je pense que la question pour laquelle il m'est le plus facile de répondre, l'enjeu de poser toute personne comme en capacité de responsabilité de produire la valeur pose cette capacité dans son abstraction, tout comme la capacité de voter quand on est citoyen. Et donc évidemment, les personnes handicapées, mais ça vaut aussi l'absence de considération des résultats scolaires, enfin, etc., etc., le jour de la majorité sont titulaires du premier niveau de qualification. S'il y en a plusieurs, je crois à la nécessité d'une hiérarchie des salaires dans un rapport de 23, mais évidemment, il y a
le droit à la qualification est un droit absolument universel. Sur le travail, là je crois avoir, dans la confrontation avec, c'était pas une confrontation en demeurant, mais dans l'obligation d'écrire des choses un peu claires sur le communisme, etc., qui a été rendu nécessaire par le travail qu'on a fait au cours du semestre dernier, Frédéric et moi, j'ai avancé, je crois, dans la question que j'ai essayé d'évoquer au départ, hein, de la distinction entre la validation sociale des activités comme travail et la permanence de la reconnaissance que les personnes sont travailleuses, sont en responsabilité de produire de la valeur. Ça n'appelle pas une extension du domaine du travail. Encore une fois, je crois absolument fondamental que nous ayons des activités en dehors de la valeur. Et reconnaître les personnes en tant que travailleuses doit être indépendant de la validation sociale de leur activité. En ce sens, je ne me retrouve pas, par exemple, dans des propositions féministes qui disent le travail domestique est un travail utile, nécessaire, et il s'agit de le payer. C'est d'une part régresser dans la signification du salaire. Le salaire, ça n'est justement pas la reconnaissance d'une activité. Il y a une forme d'abstraction dans la qualification, et ce n'est pas au nom de l'utilité sociale de ce qui est fait qu'il y a droit au salaire. Mais deuxièmement, si vous payez le travail domestique, vous le transformez en travail des tas d'activités qui, de mon point de vue, doivent rester en dehors de la valeur. Ou alors vous dites que tout est travail. Que fêter l'anniversaire d'un gamin avec quelques bougies, c'est du travail. Et alors là, vous renoncez à l'ambition collective d'un travail qui n'est pas l'addition de ma capacité à coller des bougies sur un gâteau d'anniversaire. Nous, comme espèce humaine, nous sommes aujourd'hui extrêmement conscients de notre dépendance et de notre solidarité avec tout le reste du vivant et de la nature. Nous avons renoncé à une image prométhéenne de notre présence sur la planète qui aboutit à là où nous en sommes aujourd'hui, à un niveau absolument catastrophique, avec des pandémies qui nous reviennent dans la gueule, enfin, etc., etc. Mais renoncer, en disant « mais tout est travail », renoncer à l'ambition de mobiliser dans notre rapport réflexif au reste du vivant et à la nature, de mobiliser toutes nos possibilités scientifiques, organisationnelles et technologiques, en disant « mais tout est travail ». Non, tout n'est pas travail, bien sûr que non. Nous avons une responsabilité d'espèce humaine qui est de déjouer la sélection naturelle. Moi, alors évidemment, aujourd'hui le capitalisme assume cette responsabilité par une je sais pas quoi, une humanité augmentée qui ira conquérir Mars. Tout ça est à la fois rigolo et extrêmement dangereux. Mais c'est pas parce que ça c'est rigolo et extrêmement dangereux que nous devons en rabattre sur notre ambition collective dans notre relation réflexive au reste du vivant et de la nature, parce que notre espèce humaine est en capacité infiniment supérieure au reste du vivant d'entretenir cette réaction réflexive. Et c'est pour cela que je parlais, nous ne sommes pas dans un monde fini. C'est pour ça que je disais que notre responsabilité, c'est de révéler et de mettre en œuvre l'inouï de la planète, du système scolaire, du système solaire, etc. etc. Là, bravo pour le lapsus, Bernard. Et donc, les vieux profs, ça ne se refait pas, c'est sûr.
Si étant le domaine du travail, ça veut dire appeler travail ce qu'on est en train de faire en ce moment, je dis non. Ce qu'on est en train de faire en ce moment doit être totalement en dehors de la valeur. 2, si travailler, c'est se réunir pour débattre de questions fort intéressantes, ça ne suffit pas. Et il faut, encore une fois, notre bouquin insiste beaucoup, c'est une proposition communiste qui ne lâche rien sur l'ambition collective. Alors, prenons le travail domestique. Il y a dans le texte une proposition à ce propos. Le travail domestique, c'est pour l'essentiel l'origine de la discrimination des femmes sur le marché du travail. Les femmes sortent plus certifiées que les hommes de l'école et elles ont accès à une carrière beaucoup moins qualifiée. Pour une question d'emploi du temps, entre autres. Et d'un emploi du temps, alors les statistiques sont écrasantes, en tout cas dès lors qu'il y a plus d'un enfant, les hommes ne s'investissent toujours pas davantage et c'est les femmes qui assument tout ce que ça représente comme travail supplémentaire, etc. etc. Bien. Est-ce qu'il faut transformer en travail le travail domestique et payer les femmes? 1, il y a un risque d'assignation des femmes au travail domestique. 2, non, il ne faut pas transformer toute l'activité domestique en travail. Moi, j'insiste pour le fait qu'une partie de nos activités sont hors de la valeur. Est-ce qu'on peut compter sur les arrangements 50-50 où le mari dit ben oui, j'en fais 50, etc. Toutes les femmes disent mais non, c'est pas vrai, t'en fais pas 50, c'est pas vrai, c'est faux. Bon, on ne peut pas compter sur ces arrangements domestiques. Il s'agit, sur le modèle de la sécurité, une proposition possible, sur le modèle de la sécurité sociale de l'alimentation, du soin, bien, créer une sécurité sociale du travail domestique. Les couples font appel à ce travail domestique pour ce qu'ils veulent, pour ce qu'ils estiment nécessaire, et ce travail, ils sont solvabilisés pour cela par une hausse des salaires en monnaie marquée, et le travail domestique, ainsi transformé en travail, les activités domestiques ainsi transformées en travail, doivent être assumées, là ça devient fondamental, à parité par des hommes et par des femmes. On ne peut conventionner que des organismes qui comprendront autant d'hommes que de femmes avec le même niveau de qualification, pour que l'on sorte le travail domestique de la nature féminine de la chose. J'ai pas répondu à mobilisation. Pardon, non, vas-y, au contraire. Je vais reprendre les questions dans l'ordre inverse ou dans le désordre, je ne sais pas. Alors, vous avez, monsieur, en posant la question de la distinction à établir entre travail et activité, vous m'avez ventriloqué, puisque c'est celle que je pose à Bernard dans le livre et à laquelle il vient de répondre. Donc là, au moins, je suis libéré de mes obligations. Sur la validation sociale, je comprends votre malentendu, madame, parce que je suis passé très très vite là-dessus, mais en effet, il y a mal donne. Ce qui fait l'objet d'une épreuve de validation sociale, ce ne sont pas les personnes, ce sont les entreprises, ce sont les collectifs de production. La validation sociale des personnes, elle est de droit dans le communisme, et elle s'exprime précisément par le salaire à la qualification qui est alloué, comme le dit Bernard, de la majorité jusqu'à la mort. Donc, il y a, si vous voulez, là, la question tombe d'elle-même. Alors, sur l'URSS et la paix dans les familles, nous travaillons à clarifier ce que nous voulons. C'est un sacré boulot, c'est un fameux chantier. Mais au moins, nous savons ce que nous ne voulons pas, ou ce que nous ne voulons plus. Il n'y a pas de réflexion sur les révolutions à venir, qu'il soit méditation des échecs, des expériences révolutionnaires, et souvent des échecs révolutionnaires du passé. Au moins, avec l'URSS, nous savons ce que nous ne voulons pas, ce dont nous ne voulons à aucun prix.
En effet, nous ne voulons pas non pas d'un communisme, puisque ça n'avait rien à voir avec un communisme, mais une espèce de socialisme de caserne qui méritait bien l'appellation totalitaire, au sens où la totalité de la société se trouvait absorbée en l'État. Ça, c'est la chose dont nous ne voulons plus à aucun prix. C'est absolument certain. Alors, mais dans ces conditions, comment s'effectue la mise au travail ? Bon, je ne vais pas refaire toute la réponse que j'ai faite lorsque la question m'a été posée par Léo et Alban. Je me contente simplement de dire qu'en effet, nous ne misons pas tout, c'est une litote, sur les affects collectifs de l'avoir part à la construction historique du communisme. Ce serait un pari à peu près aussi aventureux que de tout faire reposer sur le de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Ce sont des paris qui sont certains d'être perdus. Hein. Donc nous essayons de ne pas commettre la même erreur. Pour autant, ces affects peuvent exister. Hein. Bon, simplement, ils prendront leur part, je veux dire, comment dirais-je, au régime passionnel d'ensemble de ce que sera le communisme. Et pour le reste, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, et dans lequel, c'est le point sur lequel je voudrais insister à nouveau, dans lequel il y a l'idée de maximiser la part laissée au désir privé, individuel et collectif, de faire des choses. Mais, évidemment, sous le contrôle politique, collectivement délibéré, à tous les niveaux du système, à tous les niveaux du système des caisses économiques, qui décide, je le redis, des faits auxquels on accordera les moyens de se donner carrière et ceux auxquels on ne les donnera pas. Je veux dire, si un collectif sympathique, jeune et plein d'idées se pointe au guichet des caisses économiques en disant « nous avons une super idée de puçage général de la population, ça sera formidable, des fois nous égarons tante Léocadie, on pourra la retrouver en un coup de GPS ou machin, etc. » On lui dira « tu es bien gentil, mais ton projet, tu te le roules en cône. » Ou c'est pareil, si un gars vient avec une idée d'améliorer les technologies de la reconnaissance faciale, ça sera même motif, même punition. Donc c'est là, il y a, si vous voulez, précisément, le capitalisme, alors évidemment, là, dans les domaines que j'ai évoqués, sous l'influence de la commande d'État policier, hein, ça va sans dire, mais le capitalisme, lui, laisse proliférer dans l'indifférence absolue de la valeur le pire de ce genre. Le communisme, c'est, oui, donner leur part aux initiatives privées de faire des choses, mais pas n'importe quoi. Et de faire des choses qui sont collectivement déterminées. Voilà. Bon. Et il me semble que sous cette contrainte, qui est quand même la moindre des choses, sous cette contrainte, j'y insiste de nouveau, cette ressource du désir de faire, cet allant du désir de faire est la ressource principale du communisme et de sa mise en mouvement, qui n'assure pas, qui ne remplit pas la totalité des réquisites de la division du travail, mais qui en remplit une certaine part. Et pour le reste, j'ai répondu tout à l'heure. Alors on a un temps de reprendre un tour, on va essayer de faire des prises de parole un peu paritaires. Parce qu'ici on a eu 2 questions. Il reste 15 minutes. Oui, d'accord, ok. Des masculines levées. Bonsoir. Si j'ai bien compris, à un moment donné, Bernard, vous avez dit qu'être communiste, c'était un ou une salariée qui était en adéquation avec ses valeurs et que si jamais ce n'était pas le cas, il fallait faire ce qu'on appelle une sorte de cessation. Mais moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Parce que c'est pas évident, parce que si on n'est pas en adéquation avec ses valeurs au travail, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on appelle une sorte de désobéissance, mais qui dit désobéissance dit du coup perte de boulot, et du coup plus de travail. Et autre question, vite fait, vous avez dit que c'était pas le rôle des syndicats de s'occuper de l'assurance au travail. Donc, qui s'en occupe du coup? Alors, une question surtout pour M. Lordon. Alors, en fait, j'ai essayé de comprendre votre introduction et je n'ai pas très bien compris. Vous avez essayé de comprendre votre introduction. Ah oui.
Alors, ma question ne portera pas sur votre introduction, mais plutôt sur... je sais qu'il y a une longue tradition de l'hermétisme chez les chercheurs, par exemple Pierre Bourdieu, et je voulais savoir... J'ai une formation sociologue, c'est pour ça. Oui. Et je voulais vous demander, en fait, quelles sont les raisons, quelle est votre théorisation derrière cet hermétisme? Il ne reste que 15 minutes et il en faudrait 45. Hein. Mais je vous dirai un mot quand même, hein, rassurez-vous. Bonsoir. Moi, je voudrais parler de... Vous avez parlé des empêchements possibles au communisme de manière internationale, aussi nationale. Et ce qui me questionnait, c'était les empêchements intimes, c'est-à-dire le capitalisme a quand même créé en nous, on va dire, des enclaves consuméristes. Comment se détacher de nouveaux besoins et de ce somnifère formidable qui est la consommation. Une dernière, parce que ça les habitera. Non, Monsieur Lordon, vous aviez demandé à ce que quelqu'un dans la salle pose une question sur les questions internationales. Essayez d'en parler si vous avez le temps. Merci. ou pas, je ne sais pas. Une question internationale. Je réponds sur la sécession. Ouais. Sur la question de la sécession et la question de la souffrance au travail, la première des questions qui a été posée, encore une fois, je n'invite pas du tout à la désobéissance individuelle, c'est irresponsable. Hein. J'ai présenté par exemple une mobilisation, si la retraite a été au cœur des mobilisations avant le confinement, une mobilisation sur la retraite qui aurait comme objectif de conquérir le droit à partir du moment où on a 50 ans, mais ça peut se discuter, pourquoi 50, pourquoi pas un autre âge, enfin qu'importe, hein, d'avoir un salaire, c'est un chemin vers la généralisation du salaire à la qualification personnelle, d'accord, on saisit de tous les débats pour augmenter les personnes qui relèvent du salaire à la qualification personnelle, donc pour attribuer leur salaire aux personnes, les rendre inlicenciables et organiser autour d'elles le refus des directives qui ne sont pas conformes à la déontologie. Bien voilà, on n'est pas dans la désobéissance individuelle, on est dans la conquête de droits qui permettent, encore une fois, pour moi, le cœur du chemin vers le communisme, c'est-à-dire la maîtrise sur le travail. Qui s'occupera de la souffrance au travail? Ben, j'espère plus personne, hein, parce qu'elle aura disparu. Il n'y a aucune raison que d'exercer notre responsabilité pour entretenir avec le reste du vivant et la nature, je n'y reviens pas, d'accord, hein, ce métabolisme générateur d'inouï, c'est la source de souffrance, enfin, aucune raison. Et même il faut se battre, je sais pas, vous avez des nosographies médicales qui parlent, je sais pas quoi, de la crise de la ménopause, de l'hystérie féminine, enfin, etc. Toute cette façon hein, que l'on a de renvoyer à des catégories médicales la domination masculine. Mais la souffrance au travail, c'est une façon de renvoyer à une catégorie médicale notre non-maîtrise du travail. Nous devons refuser avec la même énergie le terme même de souffrance au travail, comme nous refusons avec énergie l'hystérie féminine. Il y a un moment où il faut arrêter ces conneries. Les empêchements intimes, là encore, mais nous l'avons tous expérimenté. Quand nous sommes en décision en matière de travail, nous n'avons pas besoin des colifichets de la consommation. On n'en a pas besoin, tout simplement. S'il y a colifichet de la consommation aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas décision au travail. La façon dont la bourgeoisie nous tient, alors même que sur l'essentiel, nous ne maîtrisons pas notre vie,
c'est par des consolations consommatoires. Mais à partir du moment où nous changeons de braquet dans l'action collective, pour que notre action collective, ce soit la conquête de la souveraineté sur le travail, les colifichets de la consommation, on n'en a rien à foutre. Alors, je vais commencer par l'hermétisme, forcément. Vous devez être un sociologue boudonien, puisque vous me posez la question de mes raisons. Évidemment, cette question, moi qui suis bourdieusien, je considère qu'elle n'a pas de sens. Je n'ai pas des raisons à alléguer. Je ne fais pas ça en vue d'eux, c'est un habitus. Il est sociologiquement construit, il s'exprime dans une psychologie, et ça me fait faire les choses tout seul. Mais en réalité, c'est une fausse question positive que vous me posez. Je le sais bien. C'est une question normative. Il y a un jugement, il y a un jugement qui est porté, qui est en filigrane de votre question, et qui dit « Comment expliquez-vous que vous soyez petit a individuellement pénible, petit b politiquement inefficace, petit c de toute façon mal ajusté aux situations concrètes par vos choix langagiers ?» Bon. C'est ça la question, la vraie question. Mais je la connais, si vous voulez, c'est la 50e fois. Vous avez de la chance, nous n'avons plus beaucoup de temps. Ça va donc me permettre, d'une part, de vous faire l'économie de 45 minutes, parce que, croyez-moi, j'y réfléchis à cette chose. Et d'autre part, d'éviter de prendre une soupape dans l'œil, parce que je sais qu'un jour, le couvercle de la cocotte minute va péter. Cette question, pardon, je vous le dis, ne le prenez pas en mauvaise part. Hein, c'est vraiment, je vous assure, c'est pas dirigé contre vous. Mais cette question me devient odieuse. Bon. Et alors, plus on me la pose, plus je forme la résolution de persévérer dans mes manières. Ça, c'est un esprit de contradiction un peu infantile, sans doute. Hein. Je veux bien l'accorder. La réalité, c'est que j'ai pour le coup, je reviens au début de ma réponse. J'ai des raisons, en effet, extrêmement précises de parler comme je parle, avec les inconvénients qui en résultent, dont je suis parfaitement conscient. Mais comme ces raisons sont de la dernière précision, je ne suis pas à la veille d'y renoncer. Mais pour ça, il aurait fallu que j'ai du temps pour vous les exposer très en détail. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de le faire. Bon, mais merci quand même, parce que votre question n'était pas... elle était un peu comme ça, un peu contournée, mais elle n'était pas inamicale. Hein. Ça aussi, je l'ai senti. Sur la question des attachements intimes, alors là, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, hein, parce que... où êtes-vous qui avez posé cette question? Ah voilà, je ne vous retrouvais pas, pardon. Il se trouve que je suis, depuis un bon moment déjà, plongé avec ma co-auteure qui s'appelle Sandra Lucbert, qui vient de la littérature et de la psychanalyse, dans un énorme chantier dont je vous signale qu'il sera du dernier hermétisme, de formulation d'une théorie psychanalytique spinoziste, dont l'objet est précisément de mettre au clair ce que vous appelez ces attachements ou ces empêchements intimes, et que nous qualifions, que nous reconceptualisons en termes de régime de pulsionalité du capitalisme néolibéral. Car en effet, le capitalisme nous tient, et il nous tient par des attachements incroyablement profonds, auxquels en effet, Bernard, desquels en effet nous pourrons nous libérer, parce que dans la balance des passions, nous pourrons nous défaire des colifichets en leur substituant d'autres joies, mais peut-être pas aussi complètement ou aussi facilement que tu ne le crois, car nous avons été sacrément harponnés. Et là, en effet, je veux dire, la tâche est de l'ordre de la décolonisation psychique. Alors, il faudrait, là aussi, c'est pareil, il me faudrait énormément de temps pour vous dire comment le règne de la consommation, l'érection du consommateur comme personnage central du capitalisme néolibéral, occultant, escamotant totalement la figure du producteur, comment, les réseaux sociaux, par exemple, sont des activateurs de la pulsionalité néolibérale qui a été structurée en nous par le capitalisme et qui sont effectivement des moyens redoutables par lesquels il nous tient. Mais ça aussi, bon, là, il faudra... Écoutez, je serais ravi de revenir pour vous parler de ça, mais dans 18 mois, pas avant. Hein, voilà. Et l'internationalisme, je remercie les deux volontaires et malheureusement, je déclare forfait. Bon, pour les raisons évidentes que vous savez, hélas. Ah non, parce que j'avais préparé, hein, je ne suis pas en train de, vous voyez, de me défiler comme un embusqué, hein, c'est pas ça, j'ai de quoi. Hein. Ben, je crois qu'on en arrive à la fin, on a respecté le timing. Parfait. Merci à vous.